Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons réaliser un projet RStudio de A à Z. Nous allons le réaliser aussi en utilisant le Data Warehouse BigQuery. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en entreprise, les données ne résident pas dans des fichiers CSV ou Excel éparpillés un peu partout. Les données sont souvent centralisées dans des bases de données, que ce soit des bases de données relationnelles avec du SQL ou non relationnelles avec du NoSQL ou des Data Warehouse. Et l'un des data warehouse les plus utilisés en entreprise est BigQuery, qui est la solution data warehouse de Google Cloud Platform. Donc, pour réaliser ce projet, vous aurez besoin d'un compte Google Cloud Platform, appelé GCP. Donc, je vous invite à aller sur ce lien console.cloud.google.com pour créer votre compte et pouvoir créer un projet. Donc, pour créer le compte, c'est très simple. Il vous suffit de disposer, par exemple, d'une adresse Gmail. Donc, vous disposez d'une adresse Gmail et vous allez pouvoir créer le compte. De plus, si c'est la première fois que vous créez un compte GCP, il vous sera donné 300 € de crédit afin d'explorer les fonctionnalités de GCP de manière sécurisée et totalement gratuite. Donc, vous ne risquez rien, vous ne risquez pas d'être prélevé dans votre compte, même si on va vous demander la carte bancaire, c'est juste pour l'inscription. Ils vont vous donner 300 € de crédit, 300 $ plutôt de crédit que vous allez pouvoir utiliser. Et ça suffit largement pour ce projet. On n'utilisera même pas tous les 300 $. Comme vous le voyez, moi, je dispose encore de 25 jours pour utiliser mes 115,07 de crédit restants. Une fois que vous avez créé un compte, vous allez maintenant créer un projet. Donc, vous venez ici et vous faites nouveau projet. Vous tapez le nom de votre projet, vous lui donnez un nom que vous voulez et vous faites créer. Je ne vais plus le faire parce que moi, j'ai déjà créé mon projet que j'ai appelé Data Vive Training. Donc, je vais un peu agrandir la page. J'ai créé un projet que j'ai appelé Data Vive Training. Donc, je clique sur ce projet. Je suis là, je suis déjà dans mon projet. Vous voyez, j'ai le numéro du projet et l'identifiant du projet. Maintenant, je vais chercher BigQuery. Je peux taper dans la barre de recherche pour trouver BigQuery. Donc, je peux taper BigQuery ou venir à ce niveau et chercher BigQuery. Donc, j'ai BigQuery ici. Je vais cliquer sur BigQuery. Donc, BigQuery, c'est tout simplement le data warehouse de Google Cloud Platform. Et donc, lorsque je suis dans BigQuery, je vois mon projet et je vois BigQuery Public Data. Donc, dans mon projet, j'ai déjà beaucoup d'assets, donc des éléments sur lesquels je suis en train de travailler. Mais pour ce projet, nous allons utiliser tout simplement le dataset Transform Data ainsi que le dataset Raw Yellow Trips. Donc, pour créer un dataset, comment faire? Donc, plus moi, je les ai déjà créés, je ne vais plus les refaire, mais je vous montre comment créer un dataset dans BigQuery. C'est très simple. Pour créer un dataset, vous venez ici, au niveau des 3 points, vous faites créer un ensemble de données. Donc, créer un ensemble de données. Ici, je vais lui donner, je dis par exemple essai. Donc, vous allez l'appeler Raw Yellow Trips, d'accord? Et je vais tout simplement laisser multi-région. Je vais laisser US. Et ici, je fais créer un ensemble de données, tout simplement. Et il va créer l'ensemble de données. Et vous faites pareil aussi pour l'ensemble de données transform data. Donc, vous venez ici, créer un ensemble de données. Vous mettez le nom transform data. Vous laissez les paramètres par défaut et vous faites créer un ensemble de données. Donc, une fois que vous avez créé un ensemble de données, il faut maintenant créer des tables dans ces ensembles de données. Je vous ai mis les liens pour les fichiers CSV que nous allons utiliser. Donc, au niveau de Raw Yellow Trips, vous venez ici, vous faites, donc on peut cliquer là, vous cliquez. Vous allez voir des informations sur cet ensemble de données. J'ai déjà une table Tassi Zone. Pour créer la même table Tassi Zone que moi, il suffit de venir à ce niveau, sur les 3 points, vous faites créer une table. Vous pouvez également cliquer sur créer une table ici. Donc, vous êtes dans le dataset Raw Yellow Trips et vous avez ici un bouton pour créer une table dans ce dataset-là. Donc, je clique là et je vais faire importer. Donc, je vais importer mon fichier. Sinon, vous avez plusieurs options. Donc, nous, on va faire importer. On va sélectionner le fichier dans notre machine locale. Donc, je vais chercher le fichier dans mon ordinateur. Supposons que mon fichier Tassi Zone est celui-ci. Donc, je prends ça, je vais choisir. Et vous voyez que automatiquement BigQuery détecte que c'est un fichier CSV. Donc, le projet dans lequel je veux le créer, c'est le projet en cours. L'ensemble de données, c'est Raw Yellow Trips. Et je donne un nom à la table. Donc, vous donnez le nom à la table. Je l'ai appelé Tassi Zone tout simplement. Et vous laissez les paramètres par défaut, aucun partitionnement, et vous faites créer une table. Moi, je ne vais pas le refaire parce que j'ai déjà créé la table. Donc, vous faites pareil pour la deuxième table au niveau de Transform Data. Au niveau de Transform Data, vous avez une autre table qui s'appelle Trips Transform. C'est notre table de données principale. Donc, vous faites pareil pour créer cette table Trips Transform. Vous faites créer une table. Vous choisissez Importer.
vous choisissez le fichier. Supposons que le fichier, il est encore là. Donc, je vais supposer que c'est le fichier transform data qui est là. Supposons que c'est ce fichier, je fais choisir. Il détecte que c'est un fichier CSV. Le projet en cours, l'ensemble de données, le nom de la table. D'accord? Je lui donne un nom. Je vais dire transform data. Voilà. Donc, je vérifie transform data et je laisse les paramètres par défaut. Je peux cliquer, attention, cliquer sur détection automatique du schéma. Donc, le schéma sera généré automatiquement. Veillez à cliquer sur ce bouton-là pour que BigQuery détecte automatiquement les formats de données, c'est-à-dire les types de vos données, de vos colonnes. Et vous faites créer une table. Donc, moi, je ne vais plus le refaire. Je vais annuler. Donc, une fois que vous avez vos tables, on peut commencer par travailler. Donc, on peut regarder, avoir un aperçu rapide de nos tables. Donc, quand je clique par exemple sur la table Task Zone, j'ai un aperçu de cette table. Donc, j'ai le schéma. Donc, voici les colonnes Location, Editable, Zone, Service Zone. J'ai quelques détails sur la table. J'ai un aperçu. Donc, ici, ça me permet de voir quelques lignes de cette table. C'est très important. Et pareil pour la table Tricks Transform. Quand je clique dessus, j'ai le schéma, donc les types de colonnes. J'ai un aperçu également. Ici, l'aperçu me montre que j'ai 108 65 643 lignes. Donc, c'est un gros volume de données, 108 millions, plus de 108 millions d'observations. Donc, nous allons travailler avec ce gros volume de données, mais dans RStudio. Nous n'allons pas utiliser directement l'interface de BigQuery, nous allons travailler à travers RStudio. Donc, une fois que vous avez créé vos tables, vous pouvez tout simplement réduire cette page. On n'en aura pas besoin pour maintenant. Et nous voici dans RStudio. Donc, RStudio va nous permettre d'écrire nos codes R pour ce projet. Si vous ne maîtrisez pas R ou RStudio, il y a plein de cours sur ma chaîne YouTube qui peuvent vous aider à démarrer dans R et RStudio. Enfin, pour vous apprendre à programmer dans R et RStudio. J'ai également écrit un livre. Je vous mettrai tous les liens en description. Je vous invite de toute façon pour ce projet à aller checker la description parce que vous y trouverez tous les liens utiles pour réaliser ce projet. Dans RStudio, je vais commencer par installer quelques packages. Donc, je vais vous présenter les packages que nous allons utiliser. Nous allons utiliser le package RMaddon, BigQuery. BigQuery, c'est le package qui nous permettra de faire l'interface entre RStudio et BigQuery. C'est une sorte d'API entre RStudio et BigQuery. Enfin, entre R et BigQuery. dplyr, c'est pour la manipulation des données, donc l'analyse et la manipulation des données. Plotly, c'est pour la visualisation interactive des données. Et ggplot2, c'est pour la visualisation statique des données. Donc, j'utilise la fonction install.package pour pouvoir installer tous ces packages. Donc, il va me demander est-ce que je veux les installer. Je mets yes et je continue l'installation. Je précise que j'ai utilisé le package Ranv pour pouvoir gérer mon environnement de développement. Donc, j'ai également une vidéo qui vous explique comment utiliser le package Ranv pour gérer vos environnements de développement dans R, lorsque vous codez dans R, notamment dans RStudio. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Donc, on attend que tous les packages soient installés. Nos packages sont installés, comme vous le voyez, en 5 minutes 4 sur 4. Maintenant, nous allons créer un fichier RMaddon. Donc, vous venez ici, New File, RMaddon. Je vais nommer ce fichier, le titre, je vais donner exploration des données. Donc, je mets exploration des données, je mets mon nom. Et je fais OK. Pour ceux qui ne le savent pas, RMaddon, c'est un package de R, donc c'est un framework qui permet de créer des documents dans lesquels vous avez à la fois du test, du code et les résultats de ce code-là. Donc, par exemple, ici, si je fais CTRL-S, je vais donner un nom à mon fichier, je vais mettre Data Exploration. Je fais Save, je fais CTRL-S. Donc, ici, vous voyez, je peux sauvegarder, je peux générer le document. Donc, si je fais Connect, par exemple, to HTML. Donc, vous voyez le document, j'ai exploration des données, mon nom, la date, et j'ai tout ce qui a été écrit. D'accord? Donc, vous voyez tout ce qui a été écrit ici, le test, j'ai le code qui a été exécuté, summary car. Donc, summary car, c'est le résumé statistique de la data frame car. Et j'ai également le graphique.
Donc, le graphique qui est là, plot pressure, c'est ce graphique qui est là. Voilà. Donc, c'est Hermadon. C'est ce qui permet de faire. Il est très intéressant. Vous pouvez écrire même des mémoires ou bien des thèses avec Hermadon. Vous avez votre code et vous avez également les résultats de votre code. Et il y a plusieurs autres options qui vous permettent vraiment de faire ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez choisir de ne pas inclure les codes ou bien vous pouvez faire un tas de choses. Donc, ce cours n'est pas un cours sur Hermadon. C'est juste pour vous montrer ce que c'est que Hermadon. Donc, nous, nous n'allons pas utiliser ceci, donc je vais tout effacer. Et dans la première cellule, qui est la cellule de setup, je vais importer mes différentes librairies. J'ai besoin de la librairie BigQuery que nous avons installée. BigQuery. J'ai besoin de la librairie Plotly aussi, ou j'ai deploy d'abord. Donc, j'ai besoin de ces deux librairies. Et j'ai besoin, je peux juste exécuter comme ceci. Voilà. Donc, quand j'exécute avec le bouton vers ici, la cellule de code est exécutée. Et donc, j'ai à présent BigQuery et deploy dans mon environnement de développement. Autre chose à faire pour la configuration, on a besoin de faire le lien entre notre projet dans GCP avec RStudio. Comment faire ce lien? Donc, pour faire ce lien, vous avez plusieurs options. Je vais vous donner l'option qui me paraît la plus simple. Donc, vous venez au niveau de IAM et Administration. Vous allez chercher compte de service. Donc, vous cliquez sur compte de service ici. Dans la page compte de service ou service account, si vous êtes en anglais, vous allez voir tous les comptes de service que vous avez déjà créés. Normalement, vous en aurez un seul. Moi, j'ai dû créer, je pense, 2 ou 3 autres selon les travaux que je suis en train de réaliser. Mais ne vous en faites pas, je vais vous montrer comment créer aussi un compte de service. Vous avez ici le bouton Create Service Account, ou si vous êtes en français, créer un compte de service. Moi, je vous conseille de mettre la langue anglaise pour vraiment vous familiariser aussi avec l'anglais. Donc, vous venez ici, vous partez sur Préférences et vous pouvez choisir la langue. Donc, moi, j'ai choisi anglais des États-Unis. Donc, vous cliquez sur le bouton Create Service Account. On va donner un nom. On va mettre Essai Service Account. D'accord? Et une fois qu'on a donné un nom, on va cliquer ici Create and Continue. Ici, c'est le moment de choisir les rôles. Ça, c'est très important. Donc, on va choisir des rôles pour notre compte de service qui va nous permettre de faire le lien entre GCP et RStudio. Donc, on a besoin de BigQuery, puisque c'est avec BigQuery qu'on veut travailler. BigQuery Data Viewer. Donc, BigQuery Data Viewer. D'accord? Vous choisissez celui-ci. Access to view dataset and all their contents. Donc, nous avons besoin d'accéder aux datasets qui sont dans notre data warehouse, donc dans BigQuery, et à leur contenu, dans les tables et autres. Donc, c'est pour ça qu'on va choisir ce rôle-là. Dans notre service, notre compte de service aura ce rôle. On va lui ajouter un autre rôle qui est BigQuery. Attention, je reviens. Il semble qu'il y a une fausse manip. Je reviens sur IAM and Admin, Service Accounts. Et j'ai le compte de service qui est créé déjà. Je vais recommencer le processus parce que je ne sais pas. Je vais le supprimer. Je vais le supprimer. Attends, je peux réactualiser la page. Donc, je fais créer de service account. Je vais mettre essai 2. D'accord, vous donnez n'importe quel nom, ce que vous voulez. Create and continue. Select a role. Je fais BigQuery. BigQuery Data Viewer. Je fais another role. Cette fois-ci, je vais choisir BigQuery Job User. D'accord? Et lorsque j'ai fini, je fais Done. Donc, mon compte de service a été créé, vous voyez. Donc, essai 2, il est là. Je clique dessus. Et ici, j'ai détail permission keys. Je clique sur keys. Donc, c'est clé, hein, pour avoir la clé. Et je fais add key, create a new key. Et je vais créer un JSON. Je vais create. D'accord? Il a créé un JSON. Donc, je viens ici. Il est là.
Ma clé est là, je le copie et je viens dans mon dossier. Mon projet, il est quelque part là. Mon projet, voilà, il est là. Je le colle là. Je peux changer le nom. Je vais le renommer. Je vais mettre BigQuery. Attention, BigQuery key.json. Donc, je le renomme ainsi. Et c'est bon. Donc, je viens de créer une clé qui fera le lien entre mon compte GCP et mon projet dans RStudio. Donc, une fois que j'ai fait ça, je reviens dans RStudio. J'ai ma clé qui est là. Donc, si j'actualise, regardez, j'ai ma clé qui est là. D'accord? Je ne vais pas l'ouvrir pour ne pas faire voir ma clé. Et c'est cette clé que je vais utiliser pour faire la connexion. Donc, pour faire la connexion, c'est très simple. On va créer une fonction. On va créer une fonction, mais avant, ici déjà, on peut chercher à réaliser l'autorisation. Donc, pour faire l'autorisation, on va utiliser la fonction bqauth. Et cette fonction prend comme argument le chemin de votre clé JSON. Donc, ma clé JSON, c'est bigquery-key.json. Donc, ça, c'est le chemin. Donc, j'exécute. Donc, vous voyez, c'est bon. Donc, je pense que tout est bon. Et cette fois-ci, on va commencer par réaliser des analyses. Donc, pour réaliser des analyses, on aura besoin d'une fonction. Donc, cette fonction va nous permettre d'exécuter des requêtes directement dans RStudio. On va exécuter des requêtes BigQuery en étant directement dans RStudio. Voici le scénario. Par exemple, il se peut que vous soyez consultant dans une entreprise qui a son data warehouse dans BigQuery. D'accord? Donc, je repars dans BigQuery. Alors, BigQuery est où? Voilà, je repars dans BigQuery. Donc, votre entreprise a cette donnée dans BigQuery, mais pour une raison ou pour une autre, en tant que consultant, par exemple prestataire, vous n'avez pas accès à l'interface graphique de BigQuery. Donc, vous avez accès uniquement à RStudio parce qu'on vous demande de réaliser une analyse exploratoire des données. Donc, on vous a donné la clé pour faire la connexion, c'est largement suffisant. Tout ce que vous allez faire sera à partir de RStudio. Donc, pour faciliter vos requêtes, vous allez créer une fonction. Donc, fonction pour exécuter des requêtes. Attention, des requêtes BigQuery. Donc, je vais nommer cette fonction query table qui sera égal à. Ça va prendre un argument. Ça va prendre un argument que je vais appeler SQL qui sera tout simplement une chaîne de caractères représentant la requête SQL. Et l'argument billing, en fait, ça sera tout simplement le nom de mon projet. Donc, mon projet, l'identifiant de mon projet. Donc, l'identifiant de votre projet. Donc, vous cliquez là. Vous venez l'identifiant de votre projet. Où est-ce que vous pouvez le retrouver? Où est-ce que je retrouve l'identifiant de mon projet? Donc, si je vais dans Google Cloud, dans le projet ID, c'est celui-ci. Donc, je le copie. Donc, et là, je le colle. Voilà. Donc, j'ai l'identifiant de mon projet. Et la table, je vais utiliser la fonction pqproject query. Donc, c'est cette fonction qui va soumettre la requête. Et elle va retourner. Donc, elle va télécharger. Donc, elle va télécharger le résultat de la requête. Donc, bqt, attention, table, download de mon objet table. Voilà. Donc, on va utiliser cette fonction. On fait un petit test pour voir si la fonction marche bien. Donc, query table. Si je veux compter, par exemple, le nombre de lignes dans ma table row zone, par exemple. Donc, je fais query table. En plus que j'ai donné une valeur par défaut à billing, je n'ai plus besoin de spécifier. Donc, supposons que je veux compter le nombre de lignes plutôt, dans ma table zone. Donc, je fais select count from. Ça, c'est mon projet ID, l'identifiant de mon projet. Point. Là, c'est mon dataset qui est Yellow Trips. Donc, vous voyez, je reviens dans BigQuery pour vous montrer rapidement.
Donc, quand je suis dans BigQuery, j'ai Raw Yellow Trips qui contient la table ta saison. Donc, c'est exactement ce que je fais ici. Raw Yellow Trips qui est le dataset point la table ta saison. Et je mets ça, bien sûr, entre tilde. Une fois que j'ai ça, j'exécute. Donc, il me dit erreur dans la fonction queryTable. Ah oui, j'avais pas bien écrit ici, queryTable, je réexécute. Et là, j'ai le résultat, j'ai 265 lignes. Je tiens à préciser quelque chose. Lorsque vous exécutez une requête SQL sur une table BigQuery depuis RStudio via le paquet de BigQuery ou un autre paquet d'ailleurs, c'est la puissance de calcul de BigQuery sur GCP qui est utilisée et non celle de votre machine locale. Donc ça veut dire que même si vous n'avez pas une machine puissante, d'accord, même si mon ordinateur n'est pas puissant en termes de RAM, tout ce que vous voulez, puisque BigQuery est puissant, je n'aurai aucun problème à réaliser mes requêtes, à exécuter des requêtes. Donc, c'est pas du tout la puissance de calcul de mon ordinateur qui est utilisée, mais plutôt la puissance de calcul de BigQuery. Et nous aurons le temps de voir cela à travers ce cours pratique. Donc, de même, je peux chercher à connaître le nombre d'observations qu'il y a dans ma deuxième table. Donc, ma deuxième table, c'est la table trips transform. Donc, je mets la même fonction. Donc, queryTable select count from database training transform data trips transform. J'exécute. Et il va me ressortir le nombre total de lignes dans cette table. Il y a 108 65 643 lignes. Donc, on va voir si c'est vrai. Donc, au niveau de transform data, j'ai la table trips transform. Je peux avoir un aperçu, un preview. Et vous voyez, j'ai 108 65 643 lignes. C'est exactement ce que me retourne ma fonction. Donc, j'ai à présent une fonction R qui me permettra de requêter, d'écrire des requêtes sur des tables BigQuery. Et c'est déjà une grande avancée pour mon projet. En tant que consultant, à partir de cet instant, je peux écrire directement des requêtes en étant dans mon RStudio sur des tables BigQuery et avoir le résultat ici. Et le résultat est sous forme de table bien entendu. Et je peux même enregistrer ces résultats-là pour peut-être construire des graphiques, etc., comme on va le voir plus loin dans le cours. Maintenant, on connaît le nombre de lignes qu'il y a dans chacune de nos tables. On l'a vérifié avec une requête SQL directement à partir de RStudio. On peut aussi chercher à avoir un extrait des tables. Donc, pour avoir un extrait, je peux écrire cette requête-là et limiter en fait le nombre de données pour ne pas tout importer. Donc, je rappelle que la fonction, elle fait la requête et elle télécharge les données, elle télécharge le résultat qu'elle va nous retourner. Et nous, le résultat nous sera retourné sous forme de table, donc qui est un objet R. On ne peut en aucun cas essayer d'importer, par exemple, 108 millions, une table de 108 millions. Ça va vraiment ralentir notre machine. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on va plutôt chercher à prendre un extrait des tables. Donc, ici, je prends un extrait de ma table ta zone. Je prends 50 lignes. Donc, si j'affiche avec la fonction read, voici ma table. Je fais pareil pour la table trips transform. Et je veux bien vous expliquer comment vous récupérez les données d'une table. Ça, c'est l'identifiant de votre projet. Donc, c'est la première partie du nom. Après point, la deuxième partie, c'est le dataset. Donc, le dataset, ici, c'est transform data, point. Et le troisième élément, c'est la table, c'est le nom de la table. D'accord? Donc, je vous montre dans BigQuery. Vous voyez, le dataset transform data est dans le projet Data Viz Training et la table trips transform est dans le dataset transform data. Donc, c'est une hiérarchie. Donc, il y a bel et bien une hiérarchie des éléments. Vous avez le projet, le dataset et la table. Et je limite le nombre de résultats à 50. Et j'ai ça. Je peux utiliser la fonction view pour un meilleur affichage. Voilà. Et je vais vous présenter rapidement les colonnes. Il y a la colonne vendor ID. Ce n'est pas tellement intéressant pour ce que nous allons faire. Il y a ces deux colonnes qui indiquent respectivement la date et l'heure de prise en charge du trajet, la date et l'heure de fin du trajet. Passenger count, c'est le nombre de passagers pour le trajet. Trip distance, la distance totale. Une colonne rate code ID. PU location ID, c'est l'identifiant de la zone de prise en charge du trajet. DO location ID, c'est l'identifiant de la zone de fin de trajet. Paiement type, c'est le type de paiement. Ça peut être carte de crédit, ça peut être espèce, ça peut être quoi encore? Ça peut être autre chose. D'accord? On verra plus amplement les définitions. Donc, vous pouvez aller checker dans la description de cette vidéo. Vous trouvez le lien vraiment qui va vous rediriger vers la description de ces variables. Vous avez plusieurs autres colonnes.
et vous avez la colonne total amount qui indique le montant total du trajet. Et pour finir, vous avez une colonne source file. En fait, source file, c'est pour indiquer la provenance de cette observation. Donc, vous voyez ici, par exemple, j'ai Yellow Trip Data 2022-03 paquet. Ça veut dire que toutes ces observations proviennent du fichier de données mars 2022. D'accord? Et pour tout vous dire, ce fichier de données, en fait, est la concaténation de plusieurs fichiers de données. Donc, cette data frame résulte de la concaténation de plusieurs fichiers de données. Pour chaque année, donc par exemple l'année 2022, j'ai 12 mois, donc janvier, février, mars jusqu'à décembre 2022. Et je les ai concaténés. Pareil pour 2023, pareil pour 2024. Et ce fichier de données, en fait, résulte d'un processus d'ingénierie de données, de data engineering. J'ai réalisé un cours publié sur Udemy où je vous explique de manière pratique comment réaliser un projet de data engineering sur GCP. Donc, précisément en utilisant BigQuery et Apache Airflow. Donc, c'est un projet qui permet de réaliser un data pipeline ELT, Extract, Load and Transform. Si vous voulez vraiment bien comprendre ce dataset, je vous invite à aller regarder ce cours-là. Même si vous codez seulement en R, vous pouvez aller regarder uniquement le cours afin de comprendre la logique ingénierie de données qu'il y a derrière ce dataset-là. Ça va vraiment vous aider à bien comprendre. Je vous mettrai le lien du cours en description de cette vidéo aussi. Donc, on revient dans le code, dans R Markdown. On peut maintenant chercher à connaître les différentes sources de données qui constituent en fait ce fichier TRIPS, ce fichier, cette tag TRIPS transform. Quelles sont les différentes sources de données? Donc, pour ce faire, je vais écrire une requête. Je vais faire query table. Donc, j'utilise toujours ma fonction query table. Je vais faire select distinct. Je vais utiliser le mot-clé distinct. Donc, distinct source file from. Donc, voici la table que je veux utiliser. La table que je veux requêter. Et je fais order by source file. Et j'exécute. Donc, voici les différents fichiers de données qui constituent ma table. Il y a janvier 2022 jusqu'à décembre 2024. D'accord? Donc, j'ai 2022, 2023 et 2024. Donc, j'ai 3 ans de données. C'est pour ça que j'ai 36 lignes. Donc, 3 ans, ça fait 36 mois. D'accord? Donc, 3 fois 12, 36. Donc, j'ai 36 mois de données, donc 3 ans de données. Voilà. Donc, c'est vraiment une concaténation. Cette table est une concaténation d'autres fichiers de données. Je peux chercher à connaître, à savoir s'il y a des valeurs manquantes. Est-ce qu'il y a des valeurs manquantes au niveau des colonnes de prise en charge ou de dépose? Donc, pour voir s'il y a des valeurs manquantes, je peux écrire cette requête. Donc, c'est du SQL. Jusque-là, c'est du SQL qu'on écrit. Est-ce qu'il y a des valeurs manquantes dans la colonne TPEP Pickup Detail ou dans la colonne TPEP Drop-off Detail? Donc, pour savoir, je vais utiliser tout simplement cette requête select int from my tab where is null or is null. Donc, je valide. Je lui dis de me compter le nombre d'observations ou soit la colonne de prise en charge a des valeurs manquantes ou la colonne de dépose a des valeurs manquantes. Il me dit 0. Donc, ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de valeur manquante. Donc, pour tout vous dire, cette table TRIPS Transform, c'est une table qui résulte aussi d'un processus ULT, d'un Extract Load Transform. Donc, elle a déjà subi quelques transformations, donc certainement quelques nettoyages. On va encore approfondir le nettoyage dans ce projet. Donc, voici quelques petites requêtes que je peux déjà écrire pour mieux connaître mes données. Je peux aller loin. Je vais chercher les années distinctes dans la colonne de prise en charge. Quelles sont les années distinctes? Est-ce que je suis effectivement entre 2022, 2023, 2024? Donc, pour ce faire, je vais mettre ce code. Attention. Dans les années distinctes, j'utilise toujours select distinct, mais cette fois-ci, je vais extraire l'année. Donc, pour extraire l'année, je fais extract year from la colonne où je vais extraire l'année et je vais la nommer year pickup. Donc, je valide. Donc, regardez, je n'ai pas uniquement 2022, 2023, 2024 comme espéré. J'ai même 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2014. Pourquoi dans des fichiers qui sont censés être en 2022, 2024, pourquoi j'ai des données de 2001, 2002, 2003, etc. Ça peut être des aberrations. Donc, je vais vérifier aussi les années distinctes dans la colonne de dépose. Dans la colonne de dépose, donc ici, c'est drop off. D'accord?
Je remplace, je speak up par drop off. Et pareil ici, j'affiche le résultat, j'exécute. Attention, il y a une erreur, il y a un drop off. Ah, attention, tant pour moi, il y a drop off. Donc pareil, vous voyez, je n'ai pas les données uniquement entre 2022, 2023, 2024. J'ai des données de 1970, 2001, 2002. Ce n'est pas normal. Donc, il y a une présence d'années anormales. 1970, c'est souvent le résultat d'une valeur nulle. Dans les données, souvent, c'est qu'une date est mal enregistrée, on met 1970. Ici, sachant que vendor ID, en fait, donne il y a deux types. Euh, Dans un taxi, vous avez ce qu'on appelle un taximètre. Les taxis aujourd'hui sont dotés de compteurs. Cet appareil, en fait, est fourni par deux sociétés. D'accord? Donc, il y a l'identifiant 1, l'identifiant 2. Il peut arriver que l'appareil soit défaillant. Donc, si l'appareil est défaillant, ça peut mal enregistrer la date, donc mal enregistrer l'année. C'est possible. Parce que si on est en 2022, on doit uniquement avoir des trajets qui sont en 2022 et non en 2001 ou bien 2002 ou bien 1970. Ça, c'est anormal. Donc, ces années ne devraient pas être là. Non, parce que nos fichiers sources sont en 2022 et 2024. Donc, 2022, 2023, 2024. Il y a même, il y a même 2025, 2026. 2026, c'est clair que c'est aberrant parce qu'on n'est même pas encore en 2026. Donc, ça, c'est vraiment une aberration. Et 2025 également. On est en avril 2025, mais ce n'est pas une raison parce que nous, nos fichiers de données sont censés être de 2022, 2023, 2024. Donc ça, déjà, en tant que consultant, ça vous met la puce à l'oreille sur le type de nettoyage que vous pouvez faire. Donc l'hypothèse ici, c'est une hypothèse de dysfonctionnement des appareils embarqués dans le taxi pour mesurer les informations liées au trajet. Donc c'est possible. Certains taximètres, en fait, peuvent avoir été mal configurés ou ont subi en fait un bug logiciel, par exemple. Donc, une autre hypothèse, c'est que déjà au niveau de la source des données, il y avait déjà le problème et puisque nous on a concaténé seulement avec un process extract load, on a pris ces anomalies aussi. D'accord? Donc, ce sont les possibilités qui peuvent expliquer pourquoi on a des années en dehors de 2022, 2023, 2024. Lorsque vous trouvez ce genre de choses, il faut déjà prendre des actions. Donc, il faut noter quelque part qu'il faut pouvoir gérer les années. Donc, avec un petit commentaire, il faut gérer les années en dehors de 2022, 2023 et 2024. Donc, certainement, on va les supprimer. Afin de mieux comprendre ce qui se passe au niveau des années invalides, dans les années en dehors de 2022, 2023, 2024, on peut compter le nombre de trajets en quelque sorte qui se déroulent pendant ces années. D'accord? Il y a eu pendant ces années. Donc, le nombre d'observations euh, pendant ces années. Donc, pour ce faire, je vais écrire une requête qui me permet, pour chaque année, de compter le nombre de lignes, tout simplement. Donc, j'écris cette requête-là, select extract, j'extrais l'année, par exemple, à partir de la colonne de prise en charge. Je compte le nombre de lignes, je groupe par l'année et je vais classer par ordre croissant de l'année. Donc, de l'année de la plus petite année à la plus grande année. Quand j'exécute ça, j'ai ce résultat. Vous voyez que les années invalides, donc les années qui sont en dehors de 2022, 2023, 2024, comportent très peu de valeur. D'accord? En 2022, on a plus de 36 millions 800, donc c'est du million ici, c'est des dizaines de millions, alors que pour les années invalides, là, on a seulement dizaines de trajets, en tout cas dizaines de lignes. OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est tout simplement que, effectivement, les valeurs erronées sont très rares. Donc, ce sont des cas isolés, liés certainement à un dysfonctionnement du matériel. Et 2025-2026 aussi, pareil, on a 5 seulement ligne 2. Donc, on peut, par exemple, lors du nettoyage, on peut vraiment les supprimer sans problème. Donc, je vais écrire la même requête cette fois-ci en utilisant la colonne de dépose, donc la colonne de fin du trajet. Donc, remplacer tout simplement pickup par drop off. Quand j'exécute, voilà. Donc, regardez aussi 1970, il y a une seule ligne qui a cette valeur, donc c'est vraiment un cas isolé.
Et pareil, 2001 jusqu'à 2021, c'est pareil que c'est quelques dizaines. Et 2022-2023, on a vraiment des dizaines de millions de lignes. C'est normal puisque notre jeu de données est censé euh, être, c'est censé comporter euh, les trajets en 2022, 2023, 2024. En 2024, regardez aussi 35 millions, 2025, 552, 2026, 2. Donc, effectivement, ces années sont des cas isolés, sont vraiment des cas isolés dont nous pouvons facilement les supprimer. Si nous considérons que les années valides sont les années 2022, 2023 et 2024, alors on pourrait se dire tout simplement de supprimer les autres années. Mais il n'est pas conseillé de fonctionner ainsi parce que supposons qu'à l'avenir, l'entreprise qui vous a mandaté de faire cette étude décide de considérer d'autres années, par exemple 2021, 2020, etc. Ça veut dire que vous aurez une requête SQL qui dit de supprimer toutes les années en dehors de l'année 2022, de l'année 2023 et de l'année 2024. Et donc, ça veut dire que il n'y aura jamais les données de l'année 2021. D'accord? Ou sinon, il faudra que quelqu'un d'autre revienne sur le code pour refaire cela. Et ce n'est pas dynamique. D'accord? On fait ce travail pour pouvoir détecter les problèmes éventuels qu'il y a dans notre jeu de données. Et il faut le faire de manière scalable. D'accord? Pour que le code n'ait pas besoin d'une intervention humaine avant de fonctionner. Donc, c'est pour cela qu'il faut créer la liste des années valides de manière dynamique. Et qu'est-ce qu'une année valide? Donc, je remonte plus haut pour vous expliquer rapidement. Notre jeu de données, en tout cas la table TRIPS Transform, est composée de plusieurs sources de données. Donc, cette table résulte d'une concaténation de fichiers de données. Et donc, par exemple, si on prend le mois janvier 2022, on suppose qu'il n'y a que des données de janvier 2022. Donc, à la longue, ça veut dire que notre table doit être constituée uniquement des années qui sont mentionnées dans ces fichiers. Par exemple, si je prends janvier 2022, en aucun cas je ne dois avoir des données, par exemple, de 2020 ou bien de 1970, puisque c'est le fichier de janvier 2022. Donc, j'espère que vous comprenez. Si je prends, par exemple, décembre 2024, je ne peux pas, dans ce fichier, normalement, avoir des données de 2020 ou 2023 ou 2022. En aucun cas. Je dois avoir uniquement des données de 2024 et plus encore des données de décembre 2024. Donc, nous allons utiliser cette information dans la colonne source file pour pouvoir déterminer de manière dynamique les années valides afin de pouvoir les utiliser lorsqu'on va écrire le code SQL de transformation des données, de nettoyage des données. Donc, je vais créer une nouvelle cellule de code et dans cette cellule de code, on va extraire de manière dynamique les années valides à partir de la colonne source file. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Je vais dire valid years. Valid years sera égal à, j'utilise ma fonction query table et je vais écrire la requête. Donc, je dis select distinct. OK. Donc, je vais utiliser la colonne source file. Regardez encore les valeurs de la colonne source file. Les valeurs suivent une logique donnée. Donc, vous avez yellow trip data underscore l'année 09, donc le mois, point parquet. Et c'est pareil, c'est la même logique, c'est le même format, c'est le même modèle. Vous avez toujours yellow trip data underscore l'année le mois, point parquet. On va utiliser cette information pour pouvoir extraire les années valides. Donc, je reviens ici. Je vais donc utiliser la fonction subs. Donc, dans BigQuery, il y a cette fonction-là qui permet de manipuler des chaînes de caractères. Donc, des valeurs chaînes de caractères. Donc, ma colonne, c'est source file. Et dans cette colonne, l'année se retrouve à partir de quel caractère? Donc, je vais compter. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, à partir du 17e caractère, j'ai l'année qui commence. D'accord? Il faut compter le underscore, c'est un caractère aussi. Donc, à partir, le 2 ici, dans 2024, est le 17e caractère dans cette chaîne de caractères. Donc, je dois extraire à partir du 17e caractère et je dois extraire 4 caractères, ok? Puisque l'année est en 4 caractères. Donc, 2024, 2022, 2023, etc. Tout ça, c'est en 4 caractères. Donc, c'est ce que je vais marquer ici. Voilà, je mets 17. J'extrais à partir du 17e caractère et j'extrais exactement 4 caractères.
Donc, je sélectionne ça et c'est ça qui sera mon année hier. OK? Voilà. Et puisque moi, je veux l'année en integer, là, j'aurai l'année en chaîne de caractères. Donc, moi, je veux ça en entier naturel. Donc, il suffit de caster tout ça. D'accord? Donc, ici, je vais caster tout ça en net. Donc, je dis tout ça, il faut le mettre, le forcer pour qu'il soit en integer, entier naturel. Voilà. Et je fais from. Attention. From ma table. Voici ma table. Donc, je copie. Voilà. Et je vais ordonner par hier. Order by hier. Et j'ai mon code. Je vais afficher le résultat pour voir ce que ça donne. Valide hier. Voilà. J'exécute. Attention. Valide query. Syntax error. Donc, cast. Source file. As hier. Oui. Ouais, il manque ça. Donc, j'exécute à nouveau. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai 2022, 2023, 2024. Donc, cette fois-ci, je viens d'extraire de manière dynamique et reproductible, scalable, tout ce que vous voulez, les années valides dans mon jeu de données. Et j'ai fait cette extraction à partir des sources de la colonne source file. D'accord? La colonne source file, en fait, donne la provenance des données. Donc, si à l'avenir, le data ingénieur intègre les données, par exemple, des fichiers de 2020, ça veut dire que automatiquement, moi, j'aurai 2020 dans mes années valides. D'accord? Et donc, mon code en ce moment, il est beaucoup plus scalable. Il est beaucoup plus, je peux l'industrialiser. Il n'a pas besoin d'une intervention humaine pour fonctionner. D'accord? Et si à l'avenir, dans le pipeline d'ingénierie de données, l'ingénieur de données intègre par exemple les données de 1998, 2020, 2025, j'aurai automatiquement ici ces années qui seront là. D'accord? Donc, voici comment je vous propose d'extraire ça. Donc, maintenant, on sait extraire les années valides à partir de la colonne source file. Il faudra maintenant qu'on vérifie aussi pour les autres composants, comment dire, les autres composants temporels. Par exemple, les mois, les jours, les minutes et les secondes. Donc, pour ce faire, c'est très simple. On peut vérifier si les mois sont vraiment compris entre 1 et 12. D'accord? Il faudra vérifier ça. On peut également vérifier, par exemple, si les heures sont vraiment comprises entre 0 et 23 et si les minutes sont vraiment comprises entre 0 et 59. D'accord? On peut faire cette vérification. Donc, pour ce faire, je vais créer une autre cellule de code. Je dis query table. Donc, attention, select. Je sélectionne toutes les lignes. From. Je vais prendre ma table. Voilà, je sélectionne à partir de cette table. Je vais dire where. Alors, je vais vérifier si le mois s'il y a des mois qui ne sont pas entre 1 et 12. D'accord? Pour ce faire, je vais utiliser, la fonction extract. Donc, extract, j'utilise month from. Et j'ai besoin de la colonne de prise en charge du trajet. Donc, tp pickup date time. D'accord? Donc, j'extrais le mois et je vérifie. Je vais dire, est-ce qu'il y a des mois qui ne sont pas not between 1 and 12? OK? Ou je fais la même chose pour la colonne de dépose qui indique l'heure et la date de dépose. Donc, tpep drop off. OK? Donc, ça, je viens de faire la vérification. Donc, je vais mettre un petit commentaire. Ici, je suis en train de vérifier si le mois est hors de l'intervalle 1 à 12. Maintenant, je vais vérifier si les jours sont bien compris entre 1 et 31. D'accord? Donc, ici, vérifie si le jour est hors de 1
31. Donc ici, je vais rajouter un autre OR. Je vais mettre cette fois-ci, je copie ça, je vais changer les choses. Attention. CTRL-C. Cette fois-ci, j'extrais le jour. D'accord? J'extrais le jour et ça doit être entre 1 et 31. OK? Et donc ici, c'est drop off. Voilà. Donc ça, c'est bon pour le jour. Et maintenant, je vais vérifier les secondes. Donc, vérifie si, plutôt les minutes. Donc, si les minutes et secondes, plutôt, les minutes et secondes, on peut le faire ensemble en même temps, sont hors de l'intervalle 0 à 59. On va également faire cette vérification. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Ici, je vais extraire la minute. D'accord? Entre 0 et 59. Puisque l'heure doit être entre 0. Attention, la minute doit être entre 0 et 59. La seconde aussi doit être entre 0 et 59. Voilà. Et pareil, ici, drop off. D'accord, ça c'est bon pour les minutes. Maintenant pour les secondes, j'ai oublié le or ici. Pour les secondes, ici, j'ai besoin d'extraire la seconde. Et je fais pareil pour la colonne de dépose. D'accord? Voilà. Donc, on vérifie ce qu'on a fait, ce qu'on a écrit plus tôt. Donc, ici, je vérifie si le mois est hors de l'intervalle 1-12. Donc, j'extrais le mois de la colonne indiquant l'heure et la date de prise en charge du trajet. Et je fais pareil pour l'heure et la date de prise en charge de dépose plutôt, de fin du trajet. Et je vérifie aussi si le jour est compris entre 1 et 31 au niveau des deux colonnes. Et je vérifie si les minutes et les secondes sont hors de 0,59 pour les deux colonnes. Donc, je ne sais pas combien de lignes ça va me retourner. Donc, c'est dangereux d'écrire ce genre de requête-là sans savoir s'il va me retourner des millions de lignes ou pas. Donc, je vais plutôt compter d'abord tout ce qui me ressort. Voilà, il me dit 0 ligne. Ça veut dire que tous les autres composants temporels sont validés. D'accord? Tous les autres composants temporels sont validés. Il y a un composant temporel que j'ai oublié. C'est l'heure plutôt. L'heure. Donc, j'ai fait mois, jour, je vais faire heure. Il faut vérifier si l'heure est hors de 0,23. Donc, on doit avoir les heures qui sont entre 0 et 23 inclus. Donc, ici, j'extrais l'heure. Donc, hour. C'est du SQL. On n'a même pas commencé par écrire du code R. Donc, heure, ici, doit être entre 0 et 23. Donc, pareil pour l'autre colonne. OK, drop off ici. Entre 0 et 23. Donc, je réexécute. Donc, moi, jour, heure, minute, seconde. Voilà. Donc, je viens de réexécuter et il me dit toujours qu'il y a 0 ligne retournée. Est-ce que c'est pour ça que je ne vais pas intégrer cela dans le code SQL qui va générer la table nettoyée? Non. Parce que on travaille actuellement avec des données de 2022, 2023, 2024. Certainement que le data ingénieur, dans le code de son pipeline, il a fait de telle en sorte que à chaque fois que les données, d'autres données arrivent dans la source, au niveau de la source, ça prend, ces données sont chargées à travers le pipeline. OK? Donc, c'est très sûr qu'à la longue, on aura les données de 2025, 2026, 2027, etc. Et en ce moment, il se pourrait qu'il y ait des anomalies. OK? Il y ait des anomalies. Donc, bien vrai, ici, notre vérification nous ressort qu'il y a 0 ligne concernée. Donc, tout est correct. Mais rien ne nous dit qu'à l'avenir, tout restera encore correct. Peut-être, il y aura par exemple des données de février 2025 qui comportent des anomalies. Par exemple, où il y a un 13e mois. On ne sait pas d'où ça sort. Ça peut être un dysfonctionnement. Donc, nous, on va quand même intégrer ce code-là aussi
dans le code SQL qui va générer la table nettoyée. La table nettoyée à partir de trips transform. D'accord? Donc, voilà, on continue notre exploration pour essayer de détecter d'autres anomalies. À présent, nous allons attaquer d'autres éventuelles anomalies. Par exemple, il peut y avoir des anomalies de durée de trajet. Donc, je remets notre jeu de données, notre table. Cette colonne est la colonne qui indique la date et l'heure de prise en charge du trajet. Et la colonne ci, TPEP Drop-Off Detail, indique la date et l'heure de fin du trajet. En aucun cas, si on calcule la durée du trajet en utilisant ces deux colonnes, on ne peut avoir de durée négative. Ça veut dire que normalement, un trajet ne peut pas commencer euh, après qu'il soit terminé. D'accord? C'est-à-dire, je ne peux pas avoir un trajet qui commence, par exemple, euh, le 2 janvier et qui finit le 1er janvier, par exemple. C'est une aberration. OK? Je ne peux pas avoir un trajet qui commence le 1er janvier, par exemple le 5 janvier à 13 heures et qui finit le 5 janvier à 11 heures. C'est une aberration. Donc, c'est ce que j'appelle durée négative. Les trajets ne peuvent pas avoir une durée négative. C'est forcément une aberration, un dysfonctionnement de matériel, quelque chose qui a été mal enregistré. Et cela peut indiquer des erreurs au niveau des observations. Et donc, nous, on va les détecter et dans notre phase de nettoyage, on va aussi écrire du code SQL pour les supprimer radicalement. Donc, comment faire cette vérification? C'est très simple. Il suffit de vérifier là où, de vérifier s'il y a des lignes où cette colonne TPEP Drop-Off Detail est inférieure à la colonne de départ du trajet TPEP Pickup Detail, tout simplement. Donc, pour écrire cette requête en SQL, c'est très simple. J'utilise toujours ma fonction query table. Voilà. Et donc, je vais faire select. Je vais d'abord les compter, histoire de ne pas surcharger mon environnement de travail. Donc, select from. Donc, je reprends ici ma table. Where. J'utilise la clause where. Donc, where, tout simplement, tpep drop off detail. Inférieur, strictement inférieur, même pas inférieur égal. D'accord? Donc, je vais mettre quand même inférieur égal, on ne sait jamais. Donc, tpep pickup detail. Donc, je sélectionne je compte les observations où la colonne tpep drop off detail est inférieure ou égale à tpep pickup detail. D'accord? J'exécute. Il y a 4989 observations qui sont concernées. 4989 observations. Ça, c'est déjà des aberrations. Pourquoi j'ai mis inférieur égal? Parce que c'est aussi une aberration qu'un trajet commence, par exemple, le 11 février 2024 à 9h00, 0 minutes, 0 secondes, et finissent aussi le 11 février 2024 à 9h00, 0 minutes, 0 secondes aussi. D'accord? Ça veut dire qu'en réalité, la voiture n'a pas bougé. D'accord? En réalité, la voiture n'a pas bougé. Un trajet en taxi, c'est que la voiture a bougé, il y a une durée qui est strictement supérieure à 0 minimum, même si c'est une seconde. D'accord? Mais 0, c'est que une durée égale à 0, c'est une aberration. Ce n'est plus un trajet que nous, on veut considérer dans notre travail. Je vais faire une expérience, je vais faire strictement inférieur seulement pour voir ce que ça donne. Notez bien, j'ai 4989. Si j'ai un autre chiffre, ça veut dire que effectivement, il y a des trajets à durée, voilà, 2417. Donc, j'ai des valeurs où les deux colonnes sont pareilles. D'accord? Moi, je choisis de ne pas les considérer dans mon analyse exploratoire. Je ne veux pas savoir ce que c'est, je ne veux pas comprendre. Je ne veux pas travailler avec ces trajets-là. Donc, je vais tous les éliminer. Donc, je replace inférieur égal. Donc, ces lignes contiennent des incohérences temporelles, d'accord? Où l'heure de fin du trajet, donc l'heure d'arrivée, est antérieure à l'heure de départ, la date et l'heure de départ, d'accord? Affichons quelques lignes. On va afficher quelques lignes de cette table. Donc, select, je vais prendre les colonnes là, uniquement. Et peut-être la colonne trip distance. D'accord? Et on va voir ce que ça donne.
J'ai tout affiché. Je devrais limiter. Je vais limiter. Je suis limité. Limite à 20. Voilà. Donc, regardez par exemple. Ici, j'ai un trajet qui commence le 26 janvier 2022 à 20h13 minutes 36 secondes. Et le trajet finit le 26 janvier 2022 à 20h13 minutes 36 secondes aussi. D'accord? Donc, ça commence et en même temps, ça finit. Donc, on va pas considérer, on va pas travailler avec ce genre de trajet. C'est inutile. Par exemple, si on voulait construire un modèle de machine learning qui prédit le prix, c'est inutile de considérer ce genre de trajet. Regardez, ça fait 0,01 en termes de distance du trajet. D'accord? Donc, c'est comme si le chauffeur est arrivé et automatiquement, le gars, il est rentré et le trajet est fini. Pourquoi? Donc, c'est en quelque sorte, peut-être le trajet a été annulé tout simplement. Ou bien c'est une aberration. Et regardez ici, donc j'ai en fait les mêmes trajets. Je vais mettre juste inférieur, strictement inférieur. D'accord? Parce que ici, les exemples que j'ai, ce sont des exemples où les deux colonnes sont pareilles. D'accord? Donc, strictement égales. Donc, je vais mettre inférieur pour qu'on ait des exemples que je peux commenter. Voilà. Ici, j'ai un trajet qui commence le 24 janvier 2022 à 15h23 minutes 01 secondes. Et ce trajet finit le 22 janvier. Déjà, regardez, ça commence le 24 janvier 2022 et ça finit le 22 janvier 2022. Donc, c'est pas possible. Le trajet finit avant même d'avoir commencé. C'est une aberration, c'est pas possible. D'accord? Fini 2 jours même avant. Hein. Ici, j'ai un trajet qui commence le 18 mars 2022 et finit le 27 janvier 2022. Ça commence le 18 mars 2022 et finit le 27 janvier 2022. C'est totalement une aberration. Et pour finir, dernier exemple que je peux prendre, j'ai un trajet ici qui commence le 6 novembre 2022 et finit le 6 novembre 2022, toujours. Mais il a commencé à 1h58-25 et finit à 1h01-53. D'accord? Il commence à presque 2 heures et finit à 1 heure. C'est pas possible. Donc, c'est une aberration. Donc, nous, on ne va pas considérer ces trajets, on va les supprimer. Donc, voilà encore des anomalies qu'on vient de découvrir dans nos données et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On va continuer par explorer d'autres anomalies. Est-ce qu'il suffit qu'un trajet ait une durée strictement positive, donc strictement supérieure à 0, pour qu'il soit considéré comme normal? Certainement pas. Il y a d'autres paramètres à tenir en compte, la distance, etc., le prix, etc. Mais restons toujours sur la durée du trajet, c'est-à-dire sur ces deux colonnes. J'ai envie de compter quand même le nombre de trajets dans notre table où la durée est strictement positive. Certainement qu'il y a des millions. Hein. On a plus de 108 millions de lignes dans notre table. On a 4900, je ne me rappelle plus du nombre exact, 4900, je vais réexécuter cette cellule. On a 4989 lignes où les trajets ont une durée inférieure ou égale à 0. D'accord? On va compter cette fois-ci les trajets dont la durée est strictement supérieure à 0. Donc, ça veut dire que l'heure de fin du trajet est strictement supérieure, la date et l'heure de fin du trajet est strictement supérieure à la date et l'heure de début du trajet. Alors, on va compter pour voir ça fait combien. Ouais, 108 millions 60 654. Donc, c'est la majorité de nos trajets. Donc, ça veut dire que les 4 989 là, c'est vraiment des aberrations, c'est des anomalies. Mais est-ce que ça veut dire que parmi ces 108 millions là, où la durée est quand même strictement supérieure à 0, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Est-ce qu'il n'y a pas de trajet, par exemple, à durée anormalement longue? On est dans la ville de New York, d'accord? C'est une grande ville, certes, mais ça, ça serait vraiment bizarre qu'il y ait un trajet en taxi à l'intérieur de la ville de New York qui fait, par exemple, une journée entière, ou bien 2 jours, ou bien un mois, d'accord? La durée est strictement supérieure à 0, mais euh, c'est anormalement long, ok, à l'intérieur d'une ville. Ce n'est pas un trajet entre New York ou bien je sais pas, Los Angeles par exemple. Donc, on va vérifier quand même. On va essayer de vérifier parmi ces 108 millions là de trajets, est-ce qu'il n'y a pas des trajets avec une durée anormalement longue. Donc, pour ce faire, je vais créer, une nouvelle requête. Donc, toujours avec la fonction query table. Select. Je vais calculer la distance du trajet. Donc, pour calculer la distance, étant donné que j'ai des colonnes datetime, je peux utiliser la fonction timestamp diff, d'accord? Si je l'utilise entre les deux colonnes, tpep drop-off et tpep pickup,
ça va me donner la durée en minutes. Donc, voilà, j'aurai la durée en minutes. OK? Donc, je vais nommer cette colonne trip, attention, trip duration minutes. Voilà. Donc là, je viens de calculer la colonne indiquant la durée du trajet en minutes. Je vais compter le nombre de trajets. Trip count. Et donc, tout ça, c'est à partir de ma table, bien sûr. Je vais spécifier que je veux les trajets valides en termes de durée. Donc, je spécifie cette condition. D'accord? La fin du trajet doit être postérieure au début du trajet. C'est ce qu'on a écrit là. Et je vais grouper par la durée en minutes. D'accord? Je vais grouper par la durée en minutes et ordonner. Par ordre décroissant de la durée. Voilà. Donc, j'ai créé une requête. Cette requête me permet d'avoir, pour chaque durée de trajet, d'accord, le nombre de trajets. Donc, par exemple, si pour les trajets qui font 5 minutes, j'aurai le nombre total de trajets qui fait 5 minutes. D'accord? Les trajets qui font 100 minutes, j'aurai le nombre total de trajets qui fait 100 minutes, etc., etc. Donc, ce n'est que ça que j'ai écrit comme requête. Et donc, j'exécute. Je vais peut-être limiter pour ne pas tout afficher parce que c'est quand même, ça va être beaucoup. Je vais faire, bien, je laisse comme ça, puisque j'ai groupé. Je vais voir ce que ça va donner. Attention, il y a une erreur. By. Order by, ouais. Non, je laisse comme ça. Je vais pas limiter. Oh là là. Timestamp. Ah oui, il faut minutes. Je veux en minutes, donc, donc avec la fonction timestamp diff, voilà, je dois marquer en quelle unité de temps je veux le résultat. Donc moi, je veux en minutes. J'exécute. Voilà. Donc, j'ai des trajets qui font 0 minutes. Je sais même pas pourquoi. Bon, en fait, ça peut faire 58 secondes, 59 secondes. D'accord? C'est 0 minutes. Donc, il n'y a pas de souci. C'est pas parce qu'on a bien précisé strictement supérieur ici. D'accord? Donc, 1 minute. Déjà, même, ça, c'est aberrant aussi, hein, parce qu'un trajet en taxi qui fait 1 minute, voilà, c'est que la personne, peut-être il y a des embouteillages et le passager ne veut plus continuer, ou bien il y a un problème, il veut plus continuer, parce que c'est 1 minute, c'est pas beaucoup quand même. 2 minutes, voilà, vous voyez, 207 000, 2 millions même, d'accord? Donc, si on regarde encore, il y a des trajets qui font 45 minutes, ok? Si on va, il y a des trajets qui font jusqu'à 999 minutes, vous voyez, waouh. Donc, on va construire une distribution. On va construire l'histogramme, d'accord? Un histogramme, histoire de mieux apprécier en fait les valeurs aberrantes, ce qu'on appelle les outliers, ok? Parce que l'histogramme en fait va nous donner la forme de cette distribution là, de la distribution de la variable trip duration minutes, et ça nous permettra de juger des trajets anormaux en fait, d'accord? Parmi les trajets valides déjà, parce que déjà on a supprimé les trajets non valides en termes de durée. Une durée de trajet ne peut en aucun cas être inférieure à 0, inférieure ou égale à 0. Ça, on a déjà supprimé. Mais parmi les trajets dits valides en termes de durée, donc où la durée est strictement supérieure à 0, on va regarder maintenant s'il y a des aberrations, des outliers, des trajets qui sortent du lot, d'accord, de l'ensemble. C'est ça que l'histogramme va nous permettre de voir. Et pour faire ça, je vais utiliser Plotly. Je vais utiliser Plotly. Donc, je vous invite déjà à charger Plotly, la boîte Plotly, je l'ai déjà fait. Et on va construire un graphique interactif avec Plotly. Donc, utiliser la fonction Plotly. Mon is, ça sera égal à trip duration minutes. Et y, ce sera trip count. Type, c'est bar. Bon, on dirait comme un bar plot en fait. Voilà. Je peux en termes de layout, je peux donner un titre au graphique.
Je vais mettre distribution des trajets, donc des trajets en minutes. En minutes. Et je vais mettre sur une échelle logarithmique. Sur une échelle logarithmique afin de bien afficher les données. Parce que voilà, vous avez par exemple des trajets de vous avez 17, 13 par rapport à des millions, ça va pas bien s'afficher. Donc c'est pour ça que je veux utiliser une échelle logarithmique pour bien afficher tout ça. Donc voici le résultat du graphique. Donc Plotly, c'est vraiment très simple, hein, c'est pas compliqué. Vous définissez vos as, vous donnez des titres à ces as, là, un titre graphique et c'est tout bon. Alors, lorsque j'exécute, j'ai ce graphique. Alors, regardez, ce graphique, il est très, très intuitif parce qu'il nous montre qu'en fait, il y a des trajets au-delà même de 100 minutes. Euh, la distribution de la variable indiquant le nombre de trajets, en tout cas indiquant la durée du trajet en minutes, elle forme en cloche entre 0 et je vais dire peut-être 40 minutes, d'accord? Mais elle est vraiment asymétrique vers la droite, où vous avez même des trajets qui font 10 millions de minutes. C'est vraiment aberrant. 100 minutes, 1000 minutes, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions de minutes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas sauvegardé ce résultat. Je vais devoir encore l'afficher. Donc, ici, je vais mettre par ordre décroissant, histoire de bien voir quel est ce trajet, quels sont ces trajets qui font 10 millions. Donc, regardez, il y a des trajets qui font plus de 10 millions de minutes. 10 millions, le trajet, il y a un seul trajet. C'est clair que c'est une aberration, c'est une anomalie. C'est pas possible qu'à l'intérieur d'une ville comme New York, un trajet fasse plus de 10 millions de minutes. Donc, 10 322 055 minutes. Ça fait combien de jours déjà? D'accord? Et ça fait combien d'années? Ok? 10 322 000. C'est beaucoup. Je sais même pas combien ça fait de jours, d'années. Peut-être c'est 20 ans, quoi, pratiquement 20 ans. Si je vais essayer de. Donc, on sait que une journée, c'est 24 heures. Donc, une journée, c'est 24 heures. 24 fois 60. Ça fait 7168 jours. D'accord? 7168 jours. Et 7168, 7168 divisé par 30, 238. 238 divisé par 12. Donc, pratiquement 20 ans. Pratiquement 20 ans. Donc, ça veut dire qu'un trajet en taxi qui fait 20 ans. Vous voyez que c'est vraiment ridicule, quoi. C'est pas possible. Donc, ce histogramme nous renseigne vraiment sur les outliers de cette variable. Donc, ça dit qu'il y a des trajets qu'on doit même supprimer, malgré le fait qu'elles aient une durée positive, strictement positive. Et elles ont des durées anormalement longues. Et je vais regarder en jours. Tout ça, en jours, ça fait quoi? Pour mieux apprécier. Donc, pour trouver un jour, il suffit de changer ici de manière intuitive. Donc, je mets D ici au lieu du jour. Et ici, je mets D. Pareil ici. Je mets D. Et on va voir ce que ça donne en jour. Donc, vous voyez, 7168, comme je l'avais calculé. En 7168, les trajets les plus longs. Donc, il y en a 127. D'accord? Et vous voyez que la majorité de nos trajets, la majorité des trajets fait 100, il y en a 108 millions. La majorité des trajets fait moins d'une journée, quoi. D'accord? Dans 0 jour. Donc, c'est là, il y a la majorité des trajets. Donc, ça veut dire que tout ce qui est là, c'est d'office anormal. C'est d'office anormal. Parce que dans notre jeu de données, dans notre table, on a 108 millions d'observations, plus de 108 millions d'observations. Et on voit que la majorité de ces 108 millions d'observations se retrouvent ici, quoi. D'accord? Donc, ça fait que les trajets de plus d'une journée là, c'est vraiment problématique. Nous savons qu'une journée fait 1440 minutes. Il suffit de faire 24 fois 60. Ce qu'on va faire, je vais remonter en haut pour faire une filtration ici. D'accord? Je vais dire where le filtrer. Je vais filtrer ici. Euh, après le groupe by, je peux faire having. Je vais mettre le mot-clé having. Trip duration minute supérieur à 1440. Inférieur plutôt. Je vais mettre inférieur, strictement inférieur. Donc, on veut les trajets qui font moins d'une journée. Strictement inférieur. Et on va voir ce que ça donne avec le graphique.
Donc, vous voyez que le graphique se présente beaucoup mieux, mais il y a toujours une forte asymétrie là. D'accord? Mais on voit plus clair. Donc ici, il y a vraiment une décision à prendre. Il y a une décision, soit c'est que vous utilisez des techniques statistiques de détection et d'élimination des outliers dans une variable. Je pense par exemple à la méthode interquartile range, IQR, donc avec le premier quartile et le troisième quartile. Soit vous pouvez utiliser des modèles plus sophistiqués de machine learning ou de deep learning, sachant que l'idée aussi, c'est de regarder les anomalies multivariées. D'accord? Pour aller plus loin, il faut regarder les anomalies multivariées. Il ne faut pas considérer seulement une seule variable. Il faut considérer peut-être un ensemble de variables pour voir quelles sont les anomalies qui concernent quand on prend deux ou trois variables ensemble pour déterminer une anomalie. Mais le plus simple, c'est de se rapprocher des experts métiers et de leur poser des questions. C'est ça le plus simple. C'est eux qui vous diront vraiment, connaissant le business, quelles sont les valeurs plausibles. D'accord? Et ça va vous faire gagner du temps et aussi des ressources pour l'entreprise. Parce que dès lors que vous allez commencer par utiliser des méthodes sophistiquées, sachant que vous êtes dans le cloud et chaque requête, c'est de l'argent, hein, même si GCP quand même, je trouve que c'est particulièrement moins cher, d'accord? Mais quand même, tout compte fait, chaque requête, c'est de l'argent. Donc, si on peut économiser de l'argent, c'est toujours bien. Il fait de simples filtrations. Donc, ici, une décision pourrait être de considérer uniquement les trajets, par exemple, inférieurs à 100 minutes. D'accord? On se dit ça. Donc, je vais faire un exemple ici. Je mets, par exemple, inférieur à 100 minutes. Qu'est-ce que ça va donner comme graphique? Donc, lorsque je fais un trajet inférieur à 100 minutes, strictement inférieur à 100 minutes, regardez, j'ai quand même maintenant un histogramme qui se présente beaucoup plus mieux. D'accord? Bon, on dit pas plus mieux, hein, je pense, hein, qui se présente bien, avec une forme pratiquement en cloche. Donc là, j'ai une variable, si ce n'est pas normal, c'est pseudo-normal, tout au moins. Rien que visuellement. Donc, c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait avant où on avait vraiment une asymétrie avec des durées de trajet qui allaient à la dizaine de millions de minutes. Ok. Donc, on peut prendre un seuil, d'accord? Vous pouvez définir un seuil avec l'équipe business. Eux vous aideront à comprendre et vous allez pouvoir définir ce seuil-là. Donc, ceci, je vais le remettre en commentaire. Ça ne fait pas forcément partie de la requête. Ça ne faisait pas partie de la requête. Ça, c'est ou sinon je le laisse comme ça. Hein. Mais retenez tout simplement qu'on n'avait pas mis ceci. D'accord? On a d'abord fait une analyse et après on a mis ça pour pouvoir voir comment ça se présenterait si on fit pour considérer uniquement les trajets dont la durée est strictement inférieure à 5 minutes. Et ça, ce n'est que pour les parties, les trajets anormalement longs. Il y a aussi la problématique des trajets anormalement courts. D'accord? À quel moment on se dit qu'un trajet en taxi à New York est valide? D'accord? À partir de 1 seconde, à partir de 1 minute, à partir de 2 minutes, ça aussi, c'est une problématique parce que c'est vrai, vous avez la problématique des extrêmes, mais vous avez aussi la problématique des minima. Donc, un trajet qui fait 1 minute, qu'est-ce qui s'est passé? Le chauffeur a démarré, 1 minute après, on est arrivé et puis c'est bon, le gars il paye. Donc, on peut faire aussi des études multivariées avec la distance, le prix, le montant, voilà. Et on peut demander aussi aux experts métiers de nous dire à partir de quelle durée vous considérez qu'un trajet il est valide, il est normal. On peut vous dire 5 minutes, etc. D'accord? Donc 5 minutes, 10 minutes, c'est eux qui vous diront quelque chose et c'est sur cette base-là que vous allez pouvoir faire votre travail. Donc, ça, c'était pour la durée des trajets. Je vous invite à faire d'autres explorations à votre niveau pour aller plus loin. On va attaquer maintenant la distance. La distance aussi, c'est une autre problématique. La problématique de la distance des trajets. Donc, je remets la table des données. Ici, vous avez la distance qui est stockée dans la variable trip distance. Trip distance. Donc, on va repartir dans le R Markdown. Et pour regarder la distance, je vais créer une data frame. Donc, cette fois-ci, je vais sauvegarder mon résultat. Donc, ici, je veux compter le nombre de trajets. Je veux tout simplement compter le nombre de trajets groupés par la variable distance. Donc, je sais que la variable distance, ce sont des nombres décimaux. Mais je vais quand même grouper par cette variable pour essayer de voir un peu. L'idée, c'est de pouvoir construire la distribution de cette variable-là. Donc, je peux faire, attention, select trip distance. Je vais également compter. D'accord. From, je prends ma table.
D'accord? Et je vais grouper par la distance. OK? Et je vais ordonner par ordre décroissant de la variable trip distance. J'affiche le résultat. Voilà. Donc, j'ai ici aussi des distances. Dans les données, les distances sont en miles. OK? En miles. Donc, j'ai des trajets qui font 18 400, 184 000 plutôt, 340 miles. Ça aussi, c'est problématique. OK? C'est problématique. C'est pas plausible. À l'intérieur d'une ville comme New York, c'est pas plausible qu'un trajet. Vous voyez que c'est des trajets en taxi, c'est un, quoi. D'accord? Un seul trajet en taxi qui fait ça. C'est clair que, même sans approfondir l'analyse, on est en face vraiment d'aberration. On est en face d'aberration. On peut construire un graphique pour mieux apprécier. Donc, attention. Je peux construire par exemple ce graphique. Donc ici, c'est un boss plot que je construis. Donc, vous voyez, boss plot des distances des trajets. Donc ici, j'ai le minimum, j'ai le premier quartile, j'ai la médiane, j'ai le troisième quartile, j'ai le upper ici, et j'ai le mass en haut ici. D'accord? Donc, habituellement, en statistique, lorsque vous tracez un diagramme boîte à moustache, tout ce qui est point au-dessus du upper là, c'est considéré comme des outliers. Donc ça, c'est des outliers. Donc déjà, statistiquement parlant, je peux dire que je peux filtrer, je peux essayer de filtrer pour considérer uniquement, par exemple, les trajets avec une distance inférieure ou égale à 159,85 miles. Ok, ça c'est une première approche. Et si je trace un histogramme, j'aurai voilà pratiquement les mêmes informations aussi. Donc avec un histogramme sur une échelle logarithmique aussi, euh, voilà ce que j'ai. D'accord? Donc moi je préfère je préfère garder le boss plot. Le boss plot il renseigne mieux. Donc là aussi c'est pareil, c'est une décision à prendre. C'est une décision à prendre avec les experts métiers. C'est eux qui vous expliqueront vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord? Au moins mener la discussion avec eux. Même si ça peut arriver aussi qu'ils ne savent pas. Hein. Ça peut arriver que dans votre équipe, voilà, ils ont l'habitude de traiter les données comme ça, mais ils ne pourront pas vous dire de manière claire et nette pour eux qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est possible. C'est possible hein, qu'ils aient des doutes. Et c'est à vous, dans ce cas aussi, d'essayer avec votre expertise en statistique, tout ça, d'essayer de leur donner des indications. Et ensemble, vous allez trouver la solution. Non, data analyst, data scientist, ça ne travaille pas dans son coin, vous faites vos trucs et après personne ne comprend ce que vous avez fait. Si vous travaillez comme ça, vous avez beau vous échiner, votre travail ne sera pas compris. Et pour les gens, quand ils ne comprennent pas ce que vous faites, c'est que ce que vous faites est faux. C'est comme ça. Vous partez toujours de ce principe-là. Si on ne comprend pas ce que vous faites, dans la tête des gens, c'est que vous faites du mauvais travail. Mais plutôt, quand les gens comprennent ce que vous faites, c'est bon, même si c'est des trucs simples, même quand ils comprennent, ils sont d'accord et vous évoluez ensemble. C'est toujours mieux. Donc ici, de manière hard, comme on le dit, je peux coder et dans le code de création de ma table nettoyée, je peux dire considère uniquement les distances inférieures ou égales à 159,85. Ça, c'est hard. Maintenant, je peux appliquer, bien sûr, avec aussi des techniques statistiques dans SQL, je peux calculer de manière dynamique cette valeur-là et faire inférieur à ça. Donc, regardez, je vais faire la filtration ici. On va voir ce que ça va donner dans le boss plot. Donc, ici, je peux faire une filtration. Je dis, je prends trip distance. Strictement inférieur à combien? 159,85. 159,85. Voilà. Donc, là, j'ai encore des pointillés. Le upper, c'est quoi? 140,24. 140,24. Donc, tout compte fait, là, j'ai moins de pointillés. Hein. Donc, si je fais 149,24. Voilà. Donc, vous avez compris l'idée. L'idée, c'est vraiment de filtrer pour ne plus avoir des outliers. Et pareil aussi, pareil,
On a des distances minimales qui font 0,01 miles. Est-ce que c'est normal? D'accord, est-ce que c'est normal? Donc, ici aussi, il faut étudier la partie extrême, mais aussi la partie des minima. Voir vraiment dans quel intervalle il est plausible d'avoir une distance de trajet en taxi à New York. OK? Donc, on fait, il y a des techniques statistiques. Il y a la technique, par exemple, du premier quartile et du troisième. Donc, l'IQR. Donc, l'IQR, c'est quoi? L'IQR, c'est le quartile 3. Donc, le quartile 3 moins le quartile 1. Et vous devez définir les deux bornes. Donc, pour appliquer cette méthode, il y a la borne inférieure. Donc, la borne inférieure qui est égale au premier quartile moins 1,5 fois l'IQR. OK? Et la gamme interquartile. Et la borne supérieure qui est égale au troisième quartile plus 1,5 fois IQR. Donc, cette méthode, en fait, dit que vos valeurs normales doivent être entre ces deux valeurs-là. D'accord? Entre ces deux valeurs-là. Vous devez avoir vos valeurs qui sont inférieures ou égales à ça, supérieures ou égales à ça plutôt, et inférieures ou égales à ça. D'accord? Donc, les valeurs doivent être supérieures ou égales à cette valeur-là. Donc, ça, c'est la borne supérieure et inférieure. Et elle doit être inférieure ou égale à cette valeur, la borne supérieure. En dehors de ça, c'est considéré comme outlier, valeur aberrante. OK? Donc, alors, est-ce que c'est une méthode rigoureuse ou pas? Voilà, c'est pas le lieu de discuter de ça. Ça, les statisticiens vous le diront. Vous pouvez aussi faire vos recherches. Tout compte fait, il faut, si vous voulez appliquer cette méthode, il faut vous rassurer que vous l'appliquez dans les conditions requises parce que chaque méthode statistique a son domaine de conditions où euh, vous pouvez tout simplement l'utiliser. D'accord? Son domaine de définition, je veux dire. Il y a des théorèmes statistiques qui ne s'appliquent que pour des distributions normales. Donc, si votre distribution n'est pas normale, tout au moins pseudo-normale, c'est-à-dire si vous appliquez cette méthode, ce n'est pas rigoureux, quoi. Ça ne veut rien dire. Donc, vous aurez des résultats biaisés. Moi, je trouve que en data science, en tout cas, la meilleure solution, c'est de discuter avec les experts. Et eux vous donneront, même si c'est arbitraire, quand même, ils vous donneront quelque chose du fait de leur compréhension et de l'expertise métier. Voilà. Et ça, c'est toujours mieux à prendre. Au lieu de rentrer dans des méthodes plus ou moins sophistiquées, mais que vous n'allez même pas pouvoir interpréter, en fait. Sinon, les méthodes existent. Hein. Vous pouvez utiliser du deep learning, par exemple, avec la technique d'auto-encodeur pour détecter les ateliers multivariés. Mais là encore, comment vous allez expliquer ça à des personnes qui n'ont technique? Bon courage à vous. Donc, voilà pour cette partie distance des trajets. On peut aussi regarder le nombre de passagers. Donc, un trajet en taxi s'effectue dans une voiture. Et une voiture a des limites. Une voiture ne peut pas prendre au-delà d'un certain nombre de passagers, de personnes. Il y a le chauffeur. À la limite, quelqu'un peut s'asseoir côté passager, côté non chauffeur plutôt, j'allais dire. Et combien il y a derrière. Donc, à New York, quand j'ai fait les recherches, un taxi jaune ne peut prendre pas plus de 6 passagers. D'accord, pas plus de 6 passagers. Et donc, on va regarder, on va essayer de voir dans notre données, est-ce qu'on respecte ça? D'accord? Est-ce qu'on respecte vraiment ça? Donc, si je dis select, attention, j'utilise ma formule, Gary table, select, passenger count, ok, je vais compter, parce que après, de toute façon, je vais grouper, donc count as total, ok, et je vais grouper en forme, je prends ma table, donc groupe by, attention, je suis sorti, donc groupe by passenger count. Donc, je l'avais nommé comment ce total là, trip count, pour être plus spécifique, c'est le nombre de trajets que je compte, pas nombre de passagers, ok, et je vais ordonner order by desk.
Donc, regardez, déjà, ça ne respecte pas. J'ai des trajets qui ont 9 passagers, ça fait 60 au total. J'ai des trajets à 8 passagers, 247 trajets, 158 trajets avec 7 passagers. Et quand on commence à venir à 6, on commence à avoir de gros nombres. Ici, on a 985 400, donc près de 1 million. Après 5, 1 million 400. Et après, le plus gros, c'est un trajet avec 82 750 4 609. Donc, ça veut dire que majoritairement, à New York, les trajets sont avec un seul passager. Voilà, c'est ça dans les grandes villes. Voilà. Tu ne prends pas ton taxi avec n'importe qui. Quoi. Après, donc, 9, sachant que quand je fais les recherches, vous pouvez taper sur Google, hein, chercher vous-même. Le nombre de passagers légal dans un taxi jaune à New York, c'est 6 passagers. Donc, pas plus de 6 passagers. Donc, ça veut dire que, est-ce que 7, 8, 9 là, c'est des anomalies? Est-ce que c'est que les informations ont été mal enregistrées? Ça peut être le cas, comme ça peut aussi être des exceptions. Peut-être le taximan a joué avec le feu et il a accepté. Ou peut-être il y a 6 passagers, mais peut-être des enfants qui sont assis peut-être sur les pieds de leurs parents. Et quand on compte ça, ça fait 7, 8, 9 passagers. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles à ce niveau. Je ne sais pas tellement comment trancher, mais pour notre travail ici, derrière, on veut construire un dashboard, on va essayer quand même, c'est de pouvoir travailler avec ce qui est le plus plausible possible et rester un peu dans les règles. Okay? Lorsque vous faites des analyses exploratoires pour détecter les différents problèmes qu'il y a dans votre jeu de données, vous aurez forcément des décisions à prendre pour trancher. D'accord? Donc, soit vous avez déjà une expertise métier, vous pouvez trancher, ou soit vous discutez avec les experts métiers pour vous aider à trancher. Au contraire, vous aurez des décisions à prendre. Il n'y a pas de règle magique. Voilà. Là, on a 9 passagers. On fait quoi? Alors que la règle, la loi même dit un taxi jaune ne doit pas prendre plus de 6 passagers. Voilà. Donc, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas travailler dans votre coin et faire des choses. On va terminer cette première partie d'exploration en analysant le montant total facturé au passager. Donc, le montant total facturé pour la durée du trajet, pour le trajet. Vous avez cette variable ici, donc la variable total amount, qui donne le montant total qui a été facturé pour ce trajet-là, donc ce que finalement le passager a payé. Et cette valeur, cette variable, selon la documentation, elle est la somme d'autres variables. Donc, parce que pour un trajet en taxi, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu, ok, pour déterminer le prix. Par exemple, il y a des taxes, il y a des extras. Est-ce qu'il y a des extras? Est-ce que c'est un trajet vers l'aéroport? Si c'est le cas, il y a encore des taxes qu'il faut payer à ce niveau. La taxe de surcharge, d'accord? Si le passager a beaucoup de bagages, donc taxe de surcharge. Donc tout ça, ça rentre en compte dans la détermination de total amount. Bon, nous, on ne veut pas, je ne vais pas étudier celles-ci. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser à les étudier. Mais étant donné qu'elles reflètent, elles sont reflétées en fait dans la variable total amount, je vais étudier cette variable pour voir ce qu'il en est. Donc, pour faire simple, on va écrire une requête toute simple. Donc, select total amount. Je vais compter le nombre de trajets from. Donc ici, je reprends ma table. Je vais grouper, bien que ce soit une variable numérique, hein, je peux le faire quand même. Et je vais faire order by total amount, classer du plus grand au plus petit, par ordre décroissant du montant. Voilà. Donc, regardez, déjà, il y a des valeurs pas possibles. Quoi. Il y a des valeurs pas possibles, vraiment. Il y a un trajet dont le montant total fait 401 095,62 $. Plus de 400 000 $. Wow. C'est que si le trajet était vraiment un trajet valide, c'est que le taximan, il a gagné le gros lot. Vous prenez un taxi et il vous facture 400 000 $. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous lui avez fait le tour des États-Unis? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, voilà, pareil. C'est pareil que tout ce qu'on a fait là. Si on fait une analyse univariée, voilà, il faut pouvoir déterminer la distribution de cette variable, par exemple, total amount. Et voilà quoi. Parce que je ne comprends pas qu'un taxi puisse
un trajet puisse être facturé à ce prix-là. Si je trace l'histogramme, attention, je n'ai pas la variable montant. Je devrais sauvegarder ça. Ok. Donc, si j'exécute ça, vous voyez, on a une distribution qui est quand même, je sais pas, entre peut-être 5 et 100, quoi. Ok. Donc, le reste, c'est vraiment des anomalies. On peut tracer aussi un boss plot. Donc, pour tracer un boss plot de cette variable-là, on peut faire ça. Voilà, vous prenez la variable total amount et vous tracez un boss plot. Donc, vous voyez, à partir de, je vais dire, à partir de 574,25, c'est des pointillés. Donc, on peut dire c'est la valeur seuil pour déterminer que le montant est aberrant. Donc, pareil, ici aussi, c'est une décision à prendre. Mais j'insiste sur le fait que on est en train de faire là des analyses univariées. On prend chaque variable, on fait des analyses pour voir. Mais les valeurs aberrantes peuvent être multivariées, bivariées ou même quasiment multivariées. Donc, dépend de plusieurs. C'est-à-dire, par exemple, une valeur prise individuellement peut ne pas être aberrante, mais lorsqu'on prend toute la ligne, peut-être avec d'autres valeurs, ça fait que peut-être l'ensemble est aberrant. Donc, il faut comprendre ça. Il y a le concept de anomalie univariée et anomalie multivariée. Donc, c'est à vous de faire vraiment une étude approfondie, quitte à convaincre les parties prenantes du projet de votre méthodologie. Donc, une analyse exploratoire, c'est pas une question de formalisme, ce n'est pas une question de qu'on fait, voilà, on fait pas formalisme, on fait ci, on fait ça et puis c'est fini. C'est se poser des questions. Dans la data science, ça commence par là, c'est une science. On se pose des questions et on essaie de répondre à ces questions à travers les données, à travers leur analyse, à travers leur visualisation. Et on essaie aussi de communiquer avec les parties prenantes pour mieux comprendre et pour prendre des décisions aussi, pour prendre des décisions ensemble. Vous vous présentez dans la deuxième partie, on va faire beaucoup de data viz et c'est la partie intéressante, c'est vrai. C'est dans le but aussi de présenter tous vos résultats d'analyse sous forme de graphique parce que eux, les graphiques, ça leur parle. En tout cas, le cerveau humain retient mieux un graphique que des chiffres, un visuel que des chiffres. Donc voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette première partie. On a fait pas mal de choses. D'abord, on a commencé par créer un pont entre RStudio et notre compte GCP pour pouvoir faire le lien et faire nos requêtes. En créant un service, un compte de service, on a récupéré la clé de ce compte de service là qui est dans notre fichier BigQuery JSON. Après, on a créé une fonction querytal qui nous permet de requêter comme si on était dans BigQuery ou bien dans un éditeur de code SQL, alors qu'on est bel et bien dans un environnement R. Mais jusque-là, nous avons écrit seulement une seule fonction en R, donc la fonction queryTable, qui nous permet en fait d'exécuter nos requêtes. Donc, jusque-là, c'est rien que du code SQL que j'ai écrit. Je pouvais tout simplement, je pouvais exécuter ça dans BigQuery Studio. Hein. Toutes ces requêtes-là, je pouvais les exécuter ici. D'accord? Donc, je vous montre un petit exemple. Si je fais ça, exécuter, j'ai bien sûr le résultat. Donc tout ça, on pouvait le faire ici. Donc on s'est mis dans une hypothèse où on n'avait pas accès à l'interface graphique de BigQuery, d'accord, l'interface graphique de l'entreprise. Et donc nous on utilise R. Et vous voyez aussi que R Studio a un avantage, c'est que nous pouvons construire directement des graphiques pour mieux visualiser des choses et prendre de meilleures décisions. Donc voici la fin de cette première partie analyse exploratoire. Je vous invite à approfondir le sujet, à essayer de conclure sur tout ce qu'on fera comme nettoyage. D'accord, on a déterminé qu'il y avait des durées négatives, tout ça, des trajets anormalement longs, donc les années valides avec en combinaison avec le fichier source file. Donc, il faut déjà essayer à votre niveau d'écrire la requête, une requête qui crée une table à partir de notre table originelle. Donc, ce sera une table des données nettoyées, d'accord, à partir de tout ce qu'on a fait. Donc ça, c'est l'exercice que je vous donne. Faites-le. Et si vous voulez, vous pouvez venir en commentaire, partager par exemple vos problèmes, si vous avez des problèmes par rapport à ça. Et de toute façon, dans la suite de cette formation, on le verra ensemble. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.